C'est l'interview politique dans La Politique, c'est clair. Je reçois Annie Genevard. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. L'actualité avec cette une du Parisien, Bruno Retailleau, qui menace de démissionner s'il est désavoué dans le dossier algérien. Il prône une riposte graduée et éventuellement une remise en cause des accords de 68. Vous le soutenez, Bruno Retailleau ? Alors, je le soutiens comme le gouvernement, parce que la réponse graduée, c'est une réponse du gouvernement. Le rapport de force ? Il est indispensable d'être aux côtés du gouvernement, de Bruno Retailleau, dans ce bras de fer avec l'Algérie. Et je crois que c'est un combat qu'il faut mener à son terme. Donc j'approuve totalement l'attitude, la détermination du ministre de l'Intérieur. Et encore une fois, c'est véritablement ce qui a été annoncé lors de la réunion interministérielle sur l'immigration. Rappelez-vous, en présence du Premier ministre. Donc je pense que c'est indispensable d'aller à son terme. Bruno Retailleau qui menace de démissionner. Si c'est le cas, ça remet en cause complètement l'accord du socle commun ? C'est-à-dire que c'est toute la droite qui doit partir ? Il faut bien mesurer à quel point Bruno Retailleau est un homme de devoir, de conviction. Son rôle, c'est de protéger les Français. Personne ne comprendrait qu'il se renie dans cette mission qui est la sienne. Mais je pense qu'il ne faut pas crier au loup. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur déterminé à faire qu'il puisse exercer sa mission convenablement. Le gouvernement est à ses côtés, le Premier ministre l'a dit clairement, donc je ne vois pas là matière à s'alarmer, mais il faut bien comprendre que c'est un combat vital que nous menons. Mulhouse, l'attentat de Mulhouse l'a montré. Alors, il y a des dissensions au gouvernement et notamment Bruno Retailleau, qui s'oppose là aux propos de Marie Barsac, c'est la ministre des Sports, qui ne voit pas dans le voile comme de l'entrisme. Est-ce que vous êtes du côté de Bruno Retailleau ou du côté de Marie Barsac ? Ce sont des questions sur lesquelles je travaille depuis longtemps. D'abord, attachée à la liberté des femmes, je ne crois pas que le voile soit un symbole de liberté. Et on le voit en Iran. Elles payent de leur vie quand même, l'affranchissement du voile. D'autre part, on sait, toutes les enquêtes de terrain le montrent, le sport est devenu un lieu d'entrisme religieux. Je crois que la religion n'a pas sa place dans le sport, dans les clubs. Et les responsables des clubs, les responsables des fédérations attendent des responsables politiques une ligne claire qu'ils puissent faire appliquer. Moi, je le vois. Je vis dans ma ville dont j'ai été le maire. Je vois bien comment les choses ont évolué. Et je pense que c'est un sujet d'inquiétude. Je pense véritablement qu'il y a une stratégie d'entrisme dans le sport. Mais ce que dit Marie Barsac, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas le voile dans le sport, il n'y a pas le voile dans l'espace public. Elle dit que c'est un premier pas. Est-ce qu'il faut y voir ça ? Parce que vous me parlez justement de votre ville. Est-ce qu'il faut y voir plus loin que le sport quand on dit qu'on veut enlever le voile ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la progression du port du voile est un fait social, sociologique, politique majeur, il veut dire quelque chose. Vous pensez qu'il ne devrait pas être dans l'espace public ? Alors, lorsque nous avons débattu de la loi dernièrement, il y a quelques mois, sur le respect des valeurs de la République, nous avions présenté des amendements pour que dans l'espace public, il faut s'entendre sur ce qu'est l'espace public. Mais en tout cas, dans les services publics, dans les bâtiments publics, que sont par exemple les gymnases, les terrains de foot. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit, oui, mais on voit bien que ça pousse quand même. Donc nous étions favorables pour que le voile, les signes ostensibles, n'y figurent pas. Mais on voit bien qu'il y a une énorme résistance parce qu'il y a une poussée véritablement de l'entrisme religieux. Donc moi je pense que Marie Barsac, qui d'ailleurs a essayé d'atténuer son propos parce qu'elle n'a pas mesuré à quel point le sujet peut-être était extrêmement sensible et depuis longtemps débattu dans la classe politique. Et voilà, donc elle pense se trompe. Je ne dis pas qu'elle se trompe, elle l'a dit avec sans doute beaucoup de respect et sans volonté de provoquer, mais c'est un sujet éruptif, on le sait bien. Le Sénat a voté, le Sénat a légiféré sur ce point. Donc les parlementaires se sont prononcés.
moi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Si on laisse le communautarisme, l'idéologie des frères musulmans pénétrer sur les terrains de sport, dans les vestiaires, aujourd'hui, on le voit, des prières pendant avant les matchs, le refus de se plier aux usages habituels du sport. C'est une réalité qui est attestée, qui est renseignée. Donc il faut mettre un frein, un coup d'arrêt à cela, par une détermination. Vous savez, quand on a légiféré contre le voile à l'école, ça a fait d'immenses débats. Ça a fracturé, mais au fond... Sur les signes religieux à l'école. Les signes religieux à l'école, l'interdiction des signes religieux à l'école, qui a été le fait d'un courage politique indéniable, eh bien, ça a éteint la polémique. C'était Jean-François Copé à l'époque. Et c'était Jean-François Copé. Et il faut saluer cette clarté et ce courage qui éteint la polémique. Il faut faire la même chose pour le sport, à mon sens. Un mot sur Emmanuel Macron qui a donné un entretien à la presse régionale. Le président évoque la menace de guerre, les dépenses de défense qui doivent augmenter. Et à côté de ça, il dit qu'il faut refonder le SNU. Est-ce que ce n'est pas un peu décalé de parler du SNU alors qu'on parle de guerre? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt un service militaire volontaire, comme le propose Édouard Philippe? Je crois que ce qui est en jeu, là, aujourd'hui, dans le contexte international extrêmement fébrile, c'est d'arriver à susciter chez les Français, et en particulier chez les jeunes Français, un sentiment d'appartenance nationale, une volonté de mesurer à quel point nos démocraties, la démocratie est un bien précieux mais fragile, de mesurer à quel point la paix qu'on croyait éternelle dans notre Union européenne peut être menacée par la volonté d'impérialisme d'un pays. Donc c'est ça peut-être qui est en substrat dans le propos du président de la République. Mais il est clair que le SNU tel que nous l'avons connu, c'est coûteux et peu opérationnel. Donc si on devait le maintenir, il faut à tout coup le réformer. Mais je pense que le contexte international véritablement nous oblige à raisonner un peu différemment. Édouard Philippe dit que pour défendre nos libertés et financer notre effort de défense, il faut travailler plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et est-ce que vous trouvez que ce conclave sur les retraites, il est du coup un peu hors sol? C'est vrai qu'il paraît un peu décalé dans le contexte, même si les Français, on le voit dans les enquêtes d'opinion, sont hostiles à tout effort supplémentaire. Je crois véritablement que nos concitoyens doivent mesurer à quel point il faut, oui, sans doute, s'attendre à des efforts supplémentaires pour des raisons budgétaires, d'abord, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser filer le déficit ainsi et la dette. Mais ça veut dire aller au-delà de 64 ans. L'endettement, c'est la dette de demain. De nos enfants. C'est la dette de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, ça veut dire aller quoi? 65 ans, 66 ans, 67 ans? Déjà se positionner se mettre dans une posture d'effort. On ne peut pas toujours attendre tout du pays. Il faut aussi qu'on concentre les efforts que les temps exigent des Français. On va parler du Nutri-Score. Vous avez décidé de signer le décret qui impose le Nutri-Score il y a une semaine. Vous disiez votre opposition à ce système de notation. Pourquoi vous avez changé d'avis? Alors, si les journalistes se donnaient la peine d'écouter la réponse que j'ai faite au Sénat, je n'ai pas dit je ne signerai pas le Nutri-Score. J'ai dit le Nutri-Score... Vous avez mis du temps avant de le signer, en tout cas. Ça, j'ai mis du temps avant de le signer. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Parce que le Nutri-Score fait le lien entre l'alimentation et la santé. C'est un lien fondamental. Quand on se nourrit bien, on est en meilleure santé. Quand on mange des bons produits de notre agriculture française, c'est mieux pour la santé des Français. Donc il faut le dire, ce lien, il est effectivement avéré. Donc le principe qui régit le Nutri-Score, qui évalue la qualité nutritionnelle des produits, n'est pas en soi critiquable. En revanche, je ne peux pas comprendre que tous nos produits issus des terroirs de France, du patrimoine culinaire de la France, qui sont des productions locales. C'est pas l'agro-industrie, comme je l'entends dire. Ce sont des producteurs locaux. J'étais chez l'un d'eux aujourd'hui. Il produit des petits fromages de chèvre, le charolais qui est absolument délicieux. Donc, alors ça, on n'est pas dans l'agro-industrie. Le Roquefort, c'est classé E, par exemple. Le Roquefort est classé E parce qu'il est trop gras et trop salé. Mais si le Roquefort changeait
totalement sa recette, ce n'est plus du Roquefort. Donc peut-être. Et puis ça dépend de la proportion qu'on mange aussi. Peut-être y a-t-il des efforts à faire pour qu'il y ait moins de sel, mais ce sont des fromages au lait cru. Le lait cru, il est gras. C'est comme ça. Il y a de la crème dans le lait, on le sait. Donc moi je dis, il y a un système, le même produit, selon qu'il est acheté. Prenons par exemple une saucisse. Vous l'achetez pas cuisinée, elle est en E. Vous l'achetez dans votre supermarché en plat préparé avec de la choucroute ou des lentilles, tout d'un coup, il devient A ou B. Expliquez-moi. Donc, on pénalise injustement des produits de terroir et on pénalise aussi l'acte de cuisiner chez soi. Pardon, pourquoi vous avez signé le décret si vous ne savez pas? J'ai signé le décret pour la raison que nous avons été 5 ministres à le signer. Nous disons, oui, nous signons le Nutri-Score, mais nous demandons une démarche continue d'amélioration. Donc il faut revoir la classification des produits. C'est pour cette dernière phrase que j'ai signé le Nutri-Score, parce que les 5 ministres s'engagent à demander une amélioration continue du Nutri-Score. Donc, quelle échéance? Ce travail va commencer. J'ai initié une première rencontre avec le professeur Ekberg, qui convient que, effectivement, le Nutri-Score aboutit à une évaluation plus souvent défavorable. Mais il considère que c'est nécessaire. Vous savez, on mange jamais, pour reprendre l'exemple du Roquefort, on mange jamais 100 grammes de Roquefort d'un coup. Effectivement. Donc, si on ramenait ça à une proportion qui est celle qui correspond à la réalité, ce qu'il faut, c'est une nourriture qui soit variée et équilibrée. On parle des droits de douane, 200% sur le vin et le champagne. Voilà ce que veut imposer Donald Trump. Vous êtes inquiète pour nos exportations ? Alors, effectivement, cette annonce, qui n'est qu'une annonce pour l'instant, ça n'est pas fait, est terriblement préoccupante parce que 200% de droits de douane. Je rappelle quand même qu'à l'origine de tout ça, c'est quand même le président Trump qui a annoncé des mesures de rétorsion sur l'acier et l'aluminium à l'égard de l'Union européenne. L'Union européenne a répliqué en posant taxant notamment le Bourbon. Des taxations. Sans doute aurait-on pu éviter de taxer le Bourbon, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, nous répondons par la fermeté. Il est hors de question de se laisser faire, mais 200% de droits de douane, c'est l'extinction de certaines filières. On l'a vu dans le passé avec d'autres pays, c'est véritablement un danger existentiel pour le cognac. Il y a des négociations pour la viticulture. Il faut déjà la fermeté. On ne se laissera pas menacer de sanctions qui sont absolument aberrantes et qui engendreront d'autres sanctions. C'est vraiment perdant. Mais cette fermeté réciproque, de part et d'autre, elle doit ouvrir à une phase de négociation et de discussion. On ne peut pas rester ainsi, c'est pas raisonnable. Et moi, j'espère que les paysans, les agriculteurs américains vont dire à leur président, attention, on va taxer les Européens, mais nous on va énormément souffrir. On parle du salon de l'agriculture, moins chaotique cette année que l'année dernière. Pas chaotique du tout, effectivement, c'était beaucoup plus calme, mais tout n'est pas réglé. Et il y a ce problème notamment de revenus des agriculteurs qui revient de façon incessante. Et il y a eu au moins loi Egalim qui n'ont pas réglé le problème. Est-ce qu'il en faut une troisième, une quatrième? Elles l'ont amélioré quand même. La rémunération de la matière première agricole s'est améliorée. Mais pas la matière première industrielle. Alors, il faut bien comprendre que dans cette affaire, chacun doit gagner sa vie. Les agriculteurs, c'est pour ça qu'Egalim a été fait, parce que ils sont au début de la chaîne. S'ils ne sont pas correctement rémunérés de leur travail qui est dur, pas beaucoup de Français seraient prêts à travailler aussi dur pour des revenus aussi faibles. Pas partout. Il y a des revenus en agriculture, il faut le dire aussi, parce qu'il faut qu'on emmène des jeunes à l'agriculture pour le renouvellement indispensable des générations. Mais Egalim, au départ, c'est protéger le revenu, protéger la rémunération de la matière première agricole. Mais après, il y a la transformation. Quand il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de production. Là où il y a de la transformation, il y a des producteurs, toujours. Et puis, il y a la distribution. Chacun doit correctement gagner sa vie.
pourquoi est-ce qu'en France, les négociations commerciales se passent-elles aussi mal? Nous nous disons... Elles viennent de s'achever d'ailleurs. Elles viennent de s'achever dans la douleur. Dans la douleur et véritablement cette année dans des conditions particulièrement difficiles qu'on ne voit nulle part ailleurs en Europe. Donc, comment on règle ce problème alors? Alors, il faut... c'est pour ça qu'on va légiférer avec 2 textes de loi. D'abord, très rapidement, là, un texte qui arrive au Parlement sur ce qu'on appelle le SRP plus 10, le seuil de revente à perte plus 10%, pour éviter justement que les producteurs, les agriculteurs ne soient pas convenablement rémunérés. Et il faut qu'on aille vite sur ce texte de loi. Mais il y aura un 2e texte de loi, je l'espère avant l'été, parce qu'il y a un gros encombrement législatif en ce moment, si possible avant l'été, pour reprendre un peu la question du partage de la valeur. Parce qu'elle est indispensable. Mais ce salon, il a été aussi l'occasion de dire les agriculteurs sont là pour produire et il faut les libérer des contraintes inutiles. On leur demande tellement de choses aux agriculteurs. On leur demande de faire vivre la ruralité. On leur demande d'entretenir les paysages. On leur demande de veiller à ce que les feux de forêt ne progressent pas. On leur demande de protéger la biodiversité et on leur conteste la chose pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire produire de l'alimentation pour les Français. Il y a une chose qui les inquiète énormément, c'est le Mercosur. Est-ce que vous pouvez leur apporter des garanties ou pas que cet accord avec les pays d'Amérique du Sud notamment ne sera pas voté? Alors, la ministre de l'Agriculture française que je suis, à elle seule, ne peut rien garantir, puisque vous savez que les choses se règlent au niveau européen. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que dans le contexte européen que nous vivons, qui est marqué quand même par une dimension de sécurité géopolitique, est-il bien raisonnable de fragiliser les pays européens sur le plan agricole? Vous savez, l'alimentation, c'est aussi une question régalienne, c'est aussi une question de souveraineté alimentaire. Si on ne défend pas la souveraineté alimentaire de nos pays, et ça c'est l'affaire de chacun des pays de l'Union européenne, eh bien on pourrait se retrouver un jour victime d'une forme de fragilité sur le plan... On le voit sur le plan sanitaire, quand on n'a plus de médicaments, c'est une fragilité. Quand on ne produit plus l'alimentation pour nourrir les Français, c'est une fragilité. Donc le Mercosur doit se lire au regard de cela. Je peux vous dire que chaque fois que je rencontre mes homologues européens, nous en parlons. L'affaire n'est pas si consensuelle que ça au niveau européen, loin s'en faut. Donc vous avez bon espoir. L'Autriche est contre, la Pologne est contre, l'Italie s'interroge. Mais pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de pays bloquants. Vous savez, tant que le combat n'est pas mené, il n'est pas perdu. Donc, il ne faut pas désespérer, il faut continuer. Merci Annie Genevard d'avoir été notre invitée ce matin dans La Politique, c'est clair, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Tout de suite les informés sur France Info.